Ça a été c'est difficile. Je m'appelle Philippe Ayat, j'ai 59 ans. Je suis chef d'entreprise, romancier et citoyen engagé. Momodéal est votre premier roman, publié en tout cas. Vous l'avez écrit tardivement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? J'ai toujours aimé raconter des histoires, transmettre. Donc je l'ai fait sous plusieurs formes, dans l'enseignement, dans l'association que j'ai créée, qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui fait témoigner des entrepreneurs dans les classes, au collège, au lycée, pour donner aux jeunes l'envie de prendre leur vie en main. Et puis j'ai commencé à leur écrire des essais pour les encourager à entreprendre. Puis forcément, je raconte des histoires dans mes essais, puis ça m'a donné envie de raconter d'autres histoires. Et de fil en aiguille, je me suis mis à écrire tous les jours. Comme ça que je suis devenu romancier. Alors nous, on a évidemment beaucoup aimé Momodéal, puisqu'on l'a choisi. On l'a raconté à notre manière, mais on aimerait bien que vous le racontiez à votre manière. Momo m'a quitté depuis 10 ans, parce que c'est un roman qui date de 10 ans, et c'est un enfant qui a grandi sans moi depuis 10 ans. Et il a grandi dans les yeux des lecteurs. Si je devais le résumer, je dirais que c'est un garçon, quand on commence le livre, il a 14 ans, et le monde s'effondre. Le monde s'effondre parce que ses parents ont été arrêtés par les nazis pendant la guerre en 40-41, et il doit se débrouiller tout seul avec sa petite sœur Marie, qui a 11 ans, et il est en partie juif, mais pour les lois de Vichy, il est juif, et donc il doit être pourchassé. Donc il va se réfugier dans le quartier des Halles, à Paris, et il va être pris en charge par une prostituée, c'est rue Saint-Denis, et qui va prendre soin de lui, et ils vont traverser la guerre, et la réalité va le rattraper, et voilà. Et on suit l'itinéraire de ce garçon qui apprend que la vie n'est pas celle qu'on lui a racontée quand il était enfant. Et il en avale les épines et il essaie de s'en sortir. Et alors, comment vous est venue l'idée du livre ? L'idée du livre est venue de mon grand-père dans un tout autre contexte. Mon grand-père est né en Tunisie à la fin du 19e siècle. Il a perdu ses parents très jeunes et pour subsister, il a dû faire tous les métiers et il était au souk de Tunis. Donc vraiment... il était coursier, vendeur ambulant, enfin plein de choses. Et il avait sa sœur à charge aussi. Et il est entré dans une banque, à la Banque Transatlantique. Et là encore, il faisait le coursier, il faisait le secrétaire. Et puis le soir, il restait tard et il se penchait par-dessus l'épaule des comptables pour comprendre l'actif, le passif. Et puis il est devenu adjoint d'un comptable, puis chargé de compte, puis il a terminé directeur de la banque. Et je me suis toujours demandé, moi je l'ai très bien connu, on parlait beaucoup, je me suis toujours demandé comment un gosse dont la vie s'effondre à 14 ans, parce qu'il perd ses parents par exemple, avec une sœur à charge, peut trouver l'énergie de s'inventer une vie et de progresser et de s'accrocher. Donc c'est venu de là. Et j'ai plongé ce gosse de 14 ans à Paris, dans le quartier des Halles pendant la guerre. D'ailleurs, on s'est demandé, finalement, ce jeune Momo qui nous a beaucoup touchés, c'est aussi un entrepreneur hors pair. Et donc, on s'est demandé si ce Momo, il ressemble au jeune Philippe Ayat, dans un autre contexte, bien évidemment, mais voilà, vous êtes entrepreneur. Oui, c'est vrai que j'ai une vie d'entrepreneur. J'ai d'abord une vie d'entrepreneur, c'est ce que je fais depuis la fin de mes études. J'ai écrit sur le tard, mais j'ai avant tout été entrepreneur, je le suis toujours. Et c'est vrai que Momo se trouve complètement démuni, il n'a pas le choix, il faut qu'il sorte de la chambre où il se cache pour nourrir sa sœur, et il faut qu'il gagne de l'argent. On est en pleine guerre, donc c'est le rationnement, donc il faut trouver une manière de faire des affaires pour gagner un peu d'argent et de s'en sortir. Et Momo va faire des affaires. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Momodéal, c'est qu'il va devenir le petit prince des Halles.
Et puis, bon, alors c'est des affaires un peu des magouilles, mais il va faire des rencontres qui vont l'aider à lui mettre le pied à l'étrier et il va gagner un peu d'argent. Et c'est vrai que cette façon de se dire comment je m'en sors, en ne comptant que sur moi-même, ce qui est finalement un état d'esprit très entrepreneurial, ça m'habite et je le transmets. Quand je vais, par mon association, parler à ces jeunes des banlieues pour leur dire « vous avez un talent et au moins vous avez une envie, donc cultivez-la, faites-en un projet, portez-le et vous allez donner un sens à votre vie ». Voilà, ça c'est quelque chose qui est certainement très ancré en moi pour l'avoir vécu et pour l'avoir transmis. Et donc ça se lit dans Momodéal. Comment est-ce que vous avez réussi justement à rendre si réaliste ce quartier des Halles? Alors c'est un quartier qui n'existe plus, donc les pavillons Baltard ont été détruits, moi je les ai jamais connus. Et donc je me suis plongé dans les images d'archives, les films, les vidéos de l'INA, etc. J'ai lu pas mal de choses aussi sur la question. Et puis j'ai attrapé au fil des vidéos des personnages, des très pittoresques, qui étaient tous décrits dans un certain vocabulaire. Et chaque métier avait ses spécialistes. Donc il y avait le métier de dorer les œufs, d'essuyer les œufs pour les rendre appétissants, faire des montagnes de fruits, on mettait les fruits pourris en dessous et les beaux fruits au-dessus pour donner envie d'acheter, etc. Et alors, ces gens-là avaient ce métier-là. Il y avait des gens dont le métier, c'était de garder les sacs des bourgeoises qui venaient faire leurs courses pendant qu'elles faisaient d'autres courses ou qu'elles allaient déjeuner, puis qui rendaient les sacs après. Enfin, c'est vraiment des métiers, des halles qui ont disparu et que j'ai voulu faire revivre. Donc, ça m'a pris cette ambiance. Il y avait une ambiance... En fait, c'était une ambiance de nuit. Là-bas, pour eux, le jour, c'était la nuit, et tout se passait la nuit. Et Momo ne pouvait pas sortir le jour parce qu'il se terrait dans sa petite chambre de bonne. Donc, il vivait la nuit aussi. Il a découvert ce monde illuminé de guirlandes où les gens criaient à tout va. Voilà. Et il a dompté cet univers hostile. Il est arrivé en tout cas. Et peut-être que d'ailleurs vous pouvez raconter cette anecdote de cette rencontre avec cette femme qui a connu... Oui, oui, c'est-à-dire que au bout d'un moment, alors d'abord ce qui est très dur quand on écrit une histoire, c'est que on doit immerger le lecteur dans cette ambiance, dans ces décors, etc., sans jamais donner l'impression qu'on expose un décor. Jamais il faut donner, alors je sais pas si j'ai pu éviter cet écueil, mais il ne faut jamais dire au lecteur « Attends, je vais t'expliquer comment c'était les Halles » et avec une partie descriptive et ça, parce que là, on coupe le fil du récit et c'est plus intéressant du tout. Donc, en fait, le plus dur, c'était vraiment d'être dans la tête de Momo et de se promener dans les Halles et de raconter les Halles à la faveur de ce qui lui arrivait dans son action. Et donc finalement, il n'y a jamais une description proprement dite, mais on découvre comment c'est au détour d'une action, d'un dialogue, etc. À travers ses yeux, c'est très cinématographique. Et voilà, exactement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire qu'on suive Momo avec une sorte de caméra à l'épaule pour vivre ce qu'il vit, pour voir ce qu'il voit, etc. Alors j'ai fait beaucoup de recherches et quand le livre est sorti, mon éditeur m'a appelé un jour en me donnant les coordonnées d'une femme qui voulait absolument me parler. Donc j'ai rappelé cette femme qui m'a dit ben, c'est formidable, j'y étais à la même époque que vous. Et d'ailleurs, telle personne, son vrai nom c'est un tel, je comprends que vous ayez maquillé les noms, tel autre c'est un tel, je l'ai bien connu. Et le café où Marius faisait j'allais manger tous les midis là. Et d'ailleurs, lui aussi, je l'ai vraiment connu, il était comme vous le décrivez. Et puis, la rue Saint-Denis, la chambre de bonne, moi j'habitais à 2 numéros après, mais je vois bien la chambre avec le petit balcon. Et donc, et elle a conclu en disant, donc vous, comme moi, vous devez avoir 93, 94 ans. Alors, je lui ai dit que
c'était un décor, que tout était inventé, mais ça m'a fait plaisir parce qu'elle elle est entrée dans l'époque. Elle a reconnu. Elle a reconnu. C'est Oui. extra. Ça, c'est la meilleure des récompenses. Ouais, c'est super. On se projette quelques années après, en 1960 par exemple. Qu'est-ce qui est devenu Momo? Alors j'ai beaucoup pensé parce que, bon, sans révéler trop la fin du livre, mais c'est vrai que quand on referme le livre, on se dit, un gosse comme ça, il va se passer quelque chose. Il va faire quelque chose de sa vie. Parce qu'on on le lâche on le lâche à 18 ans. Et donc, je me suis vraiment demandé si j'allais écrire la suite. Et puis donc j'ai essayé de l'imaginer. Et puis alors la tentation, c'était de l'imaginer dans ce rêve américain où finalement il part de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc l'idée, c'était peut-être de l'imaginer vivre quelque chose de fort dans les années 50 aux États-Unis. Et puis j'ai trouvé que c'était trop convenu, trop linéaire. Je n'allais pas en faire un businessman époustouflant parce que ça ne m'intéressait pas. J'aurais sans doute préféré en faire un personnage un peu douteux qui porte avec lui ce traumatisme et ce traumatisme l'amène à faire des choses qui ne sont pas forcément recommandables. Et en tout cas quelque chose de très différent qu'une carrière linéaire. Et donc je me suis arrêté là, dans la réflexion, parce que un autre personnage commençait à me murmurer à l'oreille, qui s'appelle Darius et qui a fait l'objet de mon second roman. Alors pour moi, c'est une plateforme qui donne la chance d'une seconde vie à un roman. Après une sélection coup de cœur, je dirais. Et donc, deux femmes courageuses qui se battent pour qu'un roman survive et connaisse la suite de sa carrière. Je trouve que c'est très généreux et c'est très courageux. Et puis, c'est très excitant parce qu'on va trouver des pépites. Je crois que mes 3 livres classiques de chevet, de référence, c'est 3 recueils de poèmes. J'ai commencé vraiment par écrire de la poésie et lire beaucoup de recueils de poèmes. Donc le premier, c'est Les Contemplations de Victor Hugo. Le deuxième, c'est Alcool d'Apollinaire. Et le troisième, c'est Les Feuillets d'hypnose de René Char. Alors peut-être un mot, on peut dire un petit mot sur chaque ou... Oui. Les Contemplations, pourquoi ça me touche énormément, parce que c'est la souffrance d'un homme portée au sublime. La souffrance d'un homme qui a perdu sa fille, qui se demande s'il faut continuer à croire en Dieu, si on peut supporter longtemps la souffrance de la vie humaine. Donc c'est la souffrance portée jusqu'au sublime, c'est très touchant. Alcool, c'est pour moi l'acte de naissance de la modernité. Tout change à partir d'Alcool, la poésie, mais la peinture, la sculpture, l'industrie, la vie des gens, enfin tout change et Alcool accompagne magnifiquement cette entrée dans la modernité. Et Les Feuillets d'hypnose, parce que c'est un recueil de poèmes écrit par René Char pendant la guerre, quand il était résistant, et il racontait ce qu'il vivait en tant que résistant sous forme de poèmes, et j'y ai retrouvé tout le b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Comment, malgré les forces contraires, je garde espoir, je garde confiance en la vie, j'entraîne une équipe avec moi pour vaincre l'ennemi. Et quand j'ai donné mes cours d'entrepreneuriat dans les écoles, je citais beaucoup les vers de René Char. Et un vers, par exemple, dit simplement un vers, c'est son poème, c'est penser en stratège, agir en primitif. C'est ce qu'il a fait en tant que résistant, mais c'est ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur tous les jours.
Les livres contemporains, je mettrais Le théâtre de Sabbat de Philippe Roth, L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera et Le garçon qui voulait dormir de Aaron Appelfeld. Alors, Le théâtre de Sabbat, c'est un livre de chevet. Je trouve que c'est ce que arrive à faire Philippe Roth qui m'éblouit en tant qu'apprenti romancier. C'est que ces romans sont à la fois prenants et on touche la rugosité de la vie telle qu'elle est, sans état d'âme, sans faux semblant. Voilà, et quand on lit son livre, on est au plus près de la vie. Donc ça, je trouve que c'est irremplaçable. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, c'est vraiment c'est le premier qui a clairement dénoncé le kitsch et la façon et la bien-pensance et que la vie finalement peut être rigolote et légère si on arrête de prendre tout ce que les gens prennent au sérieux d'habitude et qu'on prend un peu de recul sur tout ça. Et puis surtout, ça pose la question de finalement à quoi bon, et donc il faut bien trouver une réponse à ce à quoi bon, et la légèreté est une excellente réponse. Le rire et la légèreté. Et Le garçon qui ne voulait dormir, c'est un livre lumineux d'Aaron Appelfeld, qui est un écrivain israélien qui a traversé la guerre, dont les parents étaient déportés, qui s'est caché dans la forêt étant enfant. Et par ses romans, il a essayé toujours d'expliquer cette force de vie malgré tout ce qu'il a vécu. Et Le garçon qui voulait dormir, c'est justement ce garçon qui a vécu ça et qui essaye de retrouver les conditions d'une vie tolérable. Et c'est une leçon d'humanité. Clairement, à peu près tous les livres d'Albert Cohen, mais surtout Manche-Clou. Puis ça me touche beaucoup parce que ça a trait à des scènes de famille que j'ai pu vivre aussi. Alors lui, c'était plutôt des Juifs de Céphalonie, mais avec un tel pittoresque, je retrouvais des expressions, des états d'âme que je pouvais rencontrer au sein de ma propre famille. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, où là, il vous emmène vraiment par la main et il vous emmène quelque part. Dora Bruder de Modiano, qui est l'histoire il part à la recherche d'une fille pendant la guerre qui s'appelait Dora Bruder, qui a disparu, et on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, ce qu'elle devient, mais on comprend qu'elle est allée, qu'elle a rencontré l'innommable, mais sans jamais vraiment le dire. C'est un livre tout en finesse, en légèreté. Tout est dit sans jamais être dit. Et ça, c'est vraiment l'un des grands talents de Modiano. Ça a été c'est difficile. C'est difficile, mais je crois que je mettrais Albert Camus et La mort heureuse, qui est un livre qu'on ne connaît pas en fait. C'est le premier livre qu'il a publié, qui est ressorti récemment, mais qui n'était plus du tout dans le commerce pendant très longtemps. Et La mort heureuse, c'est l'histoire d'un homme qui se demande finalement quel autre objectif de la vie que finalement de profiter de ce que la nature nous offre de plus beau. Et donc il va tuer un millionnaire pour prendre son argent, pour arrêter de travailler, parce que pour lui le travail c'est de l'esclavage, et il va profiter de cet argent pour jouir de la vie. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir très coupable. Donc c'est Joshua Halberstam, Une place à table, chez l'Antilope. Voilà. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que d'abord, j'ai lu les mots qui vous viennent et les atouts tels que vous les décrivez, l'art du récit. Alors moi déjà, les récits bien écrits, les plonger dans tel univers, ça me fascine. Je ne vais pas lire le pitch, mais je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai lu. Je ferai un petit mot sur la plateforme. Avec plaisir. Si ça vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.